Merci. Je suis contente d'être ici, puis je vais essayer d'être dynamique dans ma présentation en fin de journée. Donc, oui, mon titre, c'est Brisons la glace et en fait, c'est mon projet de maîtrise qui cherche à intégrer des connaissances qui proviennent du milieu académique, mais aussi de personnes gestionnaires et riveraines pour venir cartographier les inondations en lien avec les embarques de glace. En allant le faire autrement, d'où le titre Brisons la glace. Puis oui, je suis dirigée par Thomas, mais aussi Mélanie Trudel à Sherbrooke et Julie Ruiz à l'Université de Trois-Rivières. Là, je fais... OK. Mon projet s'inscrit dans un contexte social et législatif où il y a un changement de paradigme. En ce moment, j'imagine que vous êtes au courant un peu, mais je vais quand même passer à travers par rapport à la cartographie des zones inondables. Donc, avant, c'était géré dans le cadre du PPRNPI, le plan de protection des rives et du littoral et des plaines inondables. Bref, un plan, on gérait nos inondations en fonction de ce plan-là. Puis, on délimitait les zones inondables en fonction de ce plan-là. Mais ensuite, il y a eu les inondations en 2017 et en 2019. Puis, on s'est rendu compte que peut-être la façon dont on délimitait les zones inondables était mésadaptée en lien avec plusieurs facteurs que je ne vais pas trop rentrer dedans, mais c'était par rapport aussi à la méthodologie qui était utilisée. Puis ensuite, il y a eu une période de moratoire et de régime transitoire. En fait, en attendant d'avoir un meilleur plan d'action pour notre méthode de délimitation puis de gestion des inondations. Puis on entre tranquillement dans un régime permanent. Dans ce régime permanent-là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le guide méthodologique qui est proposé à date, qui n'est pas définitif, mais qui vient proposer une méthode pour établir les zones inondables et les zones de mobilité. Pour ce qui est des zones inondables en eau libre, il y a quand même des lignes directrices très approfondies, mais quand on parle de la glace, c'est plus général, puis ça, c'est en lien avec le manque de données qu'on a par rapport à la glace de rivière, les embarques de glace, puis aussi le manque de connaissances là-dessus. Mais avant, c'est quoi les embarques de glace? Brièvement, de façon générale, les embarques de glace vont se produire quand il y aura plus une débâcle mécanique, ça s'appelle. Mais ce que ça veut dire, c'est que le couvert de glace sera encore solide mécaniquement, puis il y aura une augmentation de la température de l'air ou des précipitations liquides, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir une augmentation du niveau de l'eau, puis ça va venir casser la glace. Puis ensuite, les blocs de glace vont déferler vers le bas de la rivière, vers l'aval. Puis, c'est possible qu'ils se coincent à un endroit dans la rivière. Puis, en venant, si on veut boucher l'écoulement, ça peut faire un genre de réservoir juste avant l'amoncellement de glace. Puis, ça peut augmenter le niveau de l'eau et créer des inondations. Puis, si l'amoncellement de glace ne peut pas retenir ce réservoir d'eau-là, ça se peut que l'embarque rompe assez rapidement, puis vienne inonder plus loin en aval, mais aussi créer d'autres embarques. Bref. Plus concrètement, ce qu'on peut observer, un exemple à la rivière Matane qui se trouve au Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est un exemple en 2014. Donc, on peut voir que l'embarque de glace la glace se rend jusqu'aux maisons, puis également jusqu'au niveau du pont. Là. Puis, un autre exemple, ça, c'est la rivière Métis en décembre 2024. C'est les restants d'un embarque de glace, du passage d'un embarque de glace. Donc, on peut voir la glace ici. Puis, dans le fond, ce qu'on peut voir après, c'est les blocs de glace qui sont sur les rives et qui ont pu faire, je sais pas si on va voir, ah oui, des cicatrices glaciaires sur les arbres, d'autres blocs aussi. On va retourner à la cartographie des inondations. Donc, en eau libre, comment est-ce qu'elle est faite? Souvent, c'est par modélisation hydraulique ou en utilisant des inondations passées. Donc, si l'eau s'est rendue là, ben, on peut se dire qu'elle va se rendre là à nouveau. Euh, pour ce qui est de la modélisation, on va souvent utiliser la relation entre le débit et l'élévation du niveau de l'eau. Donc, on peut voir que la relation est assez bonne, puis que selon le débit, on peut évaluer le niveau de l'eau. Mais pour ce qui est de la glace, c'est plus complexe en lien avec la complexité des variables. Donc là, je vous avais parlé
le couvert de glace, mais ça dépend de sa composition, mais aussi des précipitations, de la météo, de l'hiver, comment est-ce que ça s'est passé. C'est assez complexe, je ne vais pas passer à travers, mais il y a beaucoup de variabilité, comme on peut voir ici. Puis également, pour un débit moins élevé, on peut atteindre un niveau d'eau beaucoup plus élevé. Donc, c'est à se demander, pour mieux connaître cette variabilité, est-ce que les connaissances locales pourraient nous aider? D'où l'idée de mon projet de maîtrise. Donc, dans le fond, moi, pour faire une cartographie des zones inondables en lien avec les impacts des glaces, j'ai cherché des connaissances qui proviennent de personnes riveraines, de gestionnaires, mais aussi du milieu académique. Donc, moi, je suis allée chercher des connaissances euh, sur la filière. Puis, l'idée, c'est d'aller spatialiser les impacts des glaces sur la rivière. Donc, où est-ce qu'ils vont se produire, mais aussi leur magnitude. Donc, ça va être quoi le niveau d'eau qui va être atteint et les inondations reliées. Puis l'idée du projet, c'est aussi d'aller chercher où est-ce que les données vont converger et pointer au même endroit, mais aussi où est-ce qu'elles vont diverger. Mais avec l'idée que c'est pas que si ça diverge, c'est non valide. On va valoriser aussi ces connaissances-là. Puis pourquoi? C'est parce que l'approche utilisée, c'est l'intégration des connaissances. Puis ça, c'est une approche qui permet de combler les lacunes entre les connaissances. Donc, chacune des connaissances ont leurs limites. Donc, l'idée, c'est essayer de combler les trous, si on veut, puis de s'attarder à la valorisation selon le type de connaissances. Souvent, les connaissances locales ou les connaissances des personnes citoyennes vont être considérées comme plus anecdotiques, puis pas vraiment valorisées au niveau académique. Donc, l'idée, c'est d'essayer de les valoriser dans le projet. Donc là, ça peut entraîner quand même quelques défis, soit d'utiliser des connaissances multiples qui ont été acquises de différentes méthodes, avec différentes méthodes, ce qui fait en sorte que après ça, c'est un peu difficile de les comparer entre elles. Puis aussi, le défi, surtout dans le cadre de mon projet, c'est de trouver les connaissances locales parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'y connaître, mais l'idée, c'est d'aller les trouver dans les communautés riveraines. Puis là, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je vais à la fois vous présenter mes résultats préliminaires, mais aussi ma méthode, comment est-ce que j'y suis arrivée. Le secteur d'études, ça se trouve à la rivière Métis, à Saint-Angèle-de-Mérici, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, Saint-Angèle-de-Mérici, c'est dans le secteur avec une pine blanche. Pour ce qui est de l'intégration des connaissances, d'abord, avec les personnes riveraines et gestionnaires, l'idée, c'était d'abord de trouver les personnes clés par le recrutement, donc en allant les recruter pour le projet, puis en leur faisant passer un questionnaire qui permettait ensuite d'aller cibler des personnes expertes qui se connaissaient vraiment bien en embarque de glace et en inondations reliées. Puis ensuite, on voulait recueillir et analyser plus en profondeur leurs connaissances, donc plus en profondeur par des entretiens semi-dirigés. Puis ensuite, je suis venue numériser ces connaissances-là pour pouvoir les analyser. Donc, pour ce qui est du recrutement, c'est un peu différent pour les personnes riveraines et les gestionnaires. Pour les personnes riveraines, on est allé faire du porte-à-porte dans le secteur, dans les secteurs qui sont en blanc. Puis, on est allé faire aussi de l'affichage dans les endroits en orange. Je pourrais revenir sur le recrutement si vous avez des questions, mais brièvement, on passait le questionnaire, puis il y avait un questionnaire qui était disponible en ligne et en papier. Puis, au total, on a eu 38 réponses, dont 25 qui étaient complètes. Donc, c'est les 25 que je vais utiliser par la suite. Pour les gestionnaires, c'était un peu plus simple parce que on les recrutait selon leur travail, donc selon le poste que ces personnes-là occupaient, puis est-ce qu'elles avaient des tâches en lien avec les embarques de glace, puis les inondations reliées. Donc, je les ai contactés par téléphone et par courriel. Puis, pour les personnes riveraines et les gestionnaires, il y avait aussi l'effet de boule de neige qu'on appelle dans la littérature. C'était surtout si une personne allait recommander une autre. Donc, on pouvait rejoindre d'autres personnes de cette façon-là. Pour les gestionnaires, j'ai eu 7 réponses de questionnaires. Ensuite, bon, le questionnaire, qu'est-ce qui se trouvait là-dedans? Il était construit pour cibler des personnes expertes. Donc, d'abord, par le portrait de la personne qui répondait. C'était quoi l'étendue de ses connaissances? Comment est-ce qu'elle les avait construits? Comment est-ce qu'elle les avait acquis? Puis, comment est-ce qu'elle les articulait et les rendait accessibles aux autres? Puis ensuite, pour cibler les personnes expertes, on évalue en fonction des mêmes thématiques.
Puis, on faisait une évaluation quantitative et qualitative. Je pourrais y revenir aussi dans la période des questions, mais en ayant un exemple ici en tête, par exemple, cette personne-là, elle avait un score quantitatif de 21, puis son score qualitatif me renseignait sur le fait qu'elle résidait dans le secteur C de la rivière, puis qu'elle avait une résidence secondaire depuis très longtemps, puis qu'elle connaissait un secteur où il y avait des embacs de glace et des inondations reliées, puis que la fréquence reliée aux événements de ce secteur, c'était une fois aux 5 ans. Bref, cette évaluation-là m'a permis de cibler 7 personnes riveraines, puis 10 gestionnaires. Par contre, de toutes ces personnes-là, surtout pour les personnes riveraines, il y a juste une personne riveraine qui m'a répondu. Puis les 6 gestionnaires m'ont tous et toutes répondu. Pour ce qui est des entretiens semi-dirigés, là, on allait plus en profondeur encore. Puis, avec des questions, on allait toucher 4 thématiques, soit le portrait de la personne, encore une fois, puis la cartographie des embacs et des zones inondées. Également, on allait parler de la formation des embacs sur la rivière Métis, puis comment est-ce qu'il était géré. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la cartographie des embacs et des zones inondées. Donc, à travers mes questions, j'amenais les gens à cartographier leurs connaissances sur les embacs, puis où est-ce que ça inondait. Ensuite, ben là, il fallait que je numérise tout ça. Donc, c'est pour exemple, ça, c'était une photo d'une carte qui a été faite durant un entretien. Donc, j'allais tracer en écoutant les enregistrements, les embacs et les inondations. Puis, j'accordais une incertitude, soit reliée à la confiance, qui était affichée durant la délimitation. Est-ce que la personne paraissait certaine en partie, hésitante ou incertaine? Ou est-ce que, par exemple, pour certaines en partie, c'est lorsqu'une personne, elle limitait une partie, puis elle disait, ah, ça, je suis vraiment certaine, mais là, je suis moins certaine. Donc là, c'était plus clair. Puis, par rapport à la source, donc, est-ce qu'elle tirait ses connaissances d'un point de vue plus théorique ou c'était des connaissances indirectes par rapport à une autre personne qui lui avait dit? Ou est-ce que c'était des connaissances directes, donc elle avait vu ou elle avait vu des photos? Puis ensuite, je délimitais selon l'embac et l'inondation. Est-ce que c'est un secteur récurrent qui regroupe plusieurs inondations ou est-ce que c'était une inondation en particulier? Ça donnait, ça c'était pour tous les entretiens. Les secteurs en vert, c'est pour les embacs, puis en bleu, c'est les inondations. OK. Maintenant, pour les connaissances plus académiques, on allait chercher les cicatrices glaciales. Ces cicatrices-là, elles témoignent d'un impact soit par la glace, donc quand le bloc de glace que je vous avais parlé au début va venir impacter les arbres, ça va laisser une cicatrice qu'on peut voir ici. Puis, soit que ça témoigne d'une poussée de glace sur les berges. Donc, quand l'embac est formé, ça se peut qu'il vienne pousser contre les berges et créer des cicatrices. Donc, l'idée, c'est que ces cicatrices-là, on voit comment elles sont faites, puis elles peuvent renseigner sur la spatialisation, donc où est-ce que l'activité glaciaire se situe sur la rivière, mais aussi la magnitude, donc la hauteur d'eau atteinte lors d'événements d'embac. Donc là, on est allé repérer des cicatrices sur la rivière de façon systématique. Donc, ça, c'est les cicatrices qu'on a repérées. Puis, s'il n'y a pas de cicatrices, c'est soit qu'il n'y avait pas d'arbres ou qu'il y avait des arbres sans cicatrices. Mais de toutes ces cicatrices-là, on est allé sélectionner 4 secteurs pour aller y prendre une hauteur de cicatrice. Donc, comment est-ce qu'on faisait? C'est qu'on allait prendre un point au pied de l'arbre, puis on allait mesurer le bas et le haut de la cicatrice. Ces 4 secteurs-là nous permettaient d'analyser par la suite. Donc, le secteur en orange se trouve en amont, puis il va se trouver ici sur la figure à gauche. Donc, vers la droite, on descend la rivière, puis on est allé tracer une des régressions par secteur et par tronçon. Donc, sur l'autre axe, on a la hauteur du bas des cicatrices que je vais parler pour la suite de la présentation qu'on a choisi. Donc, les régressions par secteur, c'est pour en orange, en vert pâle, en bleu et en mauve. Puis, pour l'ensemble du tronçon, c'est une autre régression qui a été traduite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous permet d'avoir une valeur crédite de hauteur d'eau en prenant le bas des cicatrices. Puis ensuite, l'idée, c'était d'aller projeter cette hauteur-là pour aller voir où est-ce que ça allait inonder. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? On allait tracer une ligne au centre de la rivière, puis on y a apporté des points. Puis sur chaque point, on venait projeter la valeur des régressions.
de part et d'autre de la rivière sur des genres de faisceaux d'une longueur de 200 mètres. Donc, on allait y apporter la valeur qui était à partir de la régression. La régression qu'on choisissait dépendait du secteur sur la rivière. Donc, si on se trouve dans le secteur bleu, on allait prendre la régression bleue, versus entre les secteurs, on allait prendre l'autre régression pour essayer de combler les trous. Ensuite, bon, on arrive aux résultats préliminaires. Donc là, pour ce qui est de la spatialisation, donc où est-ce que les embarques ont lieu sur la rivière? Là, je suis allée combiner les données des entretiens et des cicatrices repérées. On va mieux voir de cette façon-là. Donc, pour ce qui est en haut, on a les cicatrices qui ont été repérées, puis en bas, les données des entretiens, puis le nombre de mentions par secteur. Donc, plus c'est foncé et large, plus ça a été mentionné. Donc, on peut voir qu'il y a certains secteurs, ici, 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 qui ont vraiment été souvent mentionnés. Puis, ça correspond aussi aux données des cicatrices, mais bon, il y en a un peu partout sur la rivière. Par contre, on peut voir que ici, les cicatrices se rendent là, mais ce n'est pas le cas des entretiens, puis que ici, l'entretien se rend jusqu'ici. OK. Pour ce qui est des valeurs projetées, de la hauteur d'eau atteinte, donc, on est allé chercher la valeur d'eau prédite soit par secteur, par tronçon. On se rappelle à partir des données des cicatrices qu'on allait récolter la hauteur d'eau. On va mieux voir comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir, là, je vais passer rapidement, je suis désolée, mais c'est surtout pour ce secteur-là qu'on peut voir que ça va mieux aller avec la souris. Ici, sur la rue ici, on peut voir que c'est inondé, mais du côté de la rivière, ça l'est moins. Puis, dans ce secteur-là ici, on peut voir que c'est quand même assez inondé. Maintenant, avec les données des entretiens, je suis allée évaluer c'était quoi la confiance et la délimitation, donc la symbologie est en fonction de ça. Pour les délimitations en bleu, la personne était certaine de sa délimitation, puis ça représente un événement en particulier. Pour les traits verts, ça représente un secteur qui est récurrent, donc qui regroupe plusieurs inondations. Puis la personne était encore une fois certaine. Puis en gris, la personne était certaine en partie, puis ça représente encore un secteur récurrent. Par exemple, pour le segment en gris, la personne avait dit qu'elle savait qu'il y avait de l'eau vers la fin de la rue, puis qu'il y avait trop d'eau pour qu'elle puisse marcher, mais que vers les terrains, elle savait que ça inondait, mais elle était moins certaine. Donc, elle était certaine en partie. Ensuite, et c'est un peu la même symbologie pour les secteurs qui avaient été délimités durant les entretiens. Donc, en bleu encore, c'est un événement, puis la personne était certaine. En vert, c'est un secteur récurrent qui regroupe plusieurs inondations, puis la personne était encore certaine. Puis, en gris, c'est encore la même délimitation. Puis, en hachuré et en orange, la personne était moins certaine, puis il y a plus d'incertitude reliée à ça. Bon, en combinant les deux ensemble, on peut voir que le secteur de la rue, que j'avais montré tout à l'heure, est souvent nommé. Puis également que la délimitation va jusqu'ici dans le village. Par exemple, il y a une personne qui m'avait dit que ces maisons sur la rue étaient souvent impactées, mais surtout du côté de la rivière. Puis des fois, ça pouvait même remonter dans le village, dépendamment de l'ampleur. Ici, on peut voir aussi que c'est un secteur qui est assez inondé. Puis en combinant toutes les données ensemble, on peut voir que ça nous permet d'aller chercher le trou qu'on avait avec les cicatrices, avec les entretiens. Puis également que les entretiens se rendent plus loin que les cicatrices nous ont permis d'aller. Puis pour ce secteur ici, ça vient un peu converger, si on veut, les types de connaissances différents en confirmant que c'est un secteur qui est inondé. Bon, il y a plusieurs réflexions et perspectives par rapport à cette méthode-là. D'abord, par rapport au questionnaire. Donc, c'est moi qui l'ai construit. Les questions étaient surtout orientées d'un point de vue plus théorique, parce que je proviens du milieu académique, faisant en sorte qu'il pouvait y avoir une surreprésentation des personnes qui provenaient du milieu académique dans leurs réponses. Donc, ça pouvait faire en sorte que je leur accordais un meilleur score dans mon évaluation du questionnaire. Puis, durant les entretiens, j'ai observé que les personnes qui avaient un moins bon score lors de l'évaluation du questionnaire étaient plus confiantes dans leur délimitation.
Donc, on peut voir qu'il y a un certain lien relié à ça. Également, je trouve que la méthode et moi, on a manqué de flexibilité, surtout par rapport au recrutement. Parce que quand on veut recruter des gens ou on fait des projets avec des gens, il faut vraiment faire preuve de flexibilité puis s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Puis des fois, je le faisais, mais pas trop. Surtout par rapport aux personnes riveraines, parce que c'est connu dans la littérature que c'est des personnes qui sont plus difficiles à rejoindre. Pourquoi? Parce qu'elles accordent leur temps personnel puis plein d'autres raisons, mais surtout ça. Puis en comparant avec les gestionnaires qui faisaient dans le cadre de leur travail, c'était beaucoup plus facile d'aller les rejoindre. Puis en y réfléchissant, pas après coup, je pense que j'aurais dû peut-être évaluer plus vite leurs connaissances et les passer tout de suite en entretien. Alors que là, dans le cadre de mon projet, entre le questionnaire et l'entretien, il y avait comme quelques mois de différence. Ça veut dire peut-être que les personnes étaient désengagées par rapport à la recherche. Malgré tout, il y a beaucoup de portées de la méthode. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer, mais ici quelques-unes. Donc, d'abord, ça permet de combler le manque de connaissances, comme je mentionnais au début, par rapport aux embarques de glace puis les inondations qui sont reliées. Puis aussi d'aller trouver des connaissances. Donc, les personnes qui s'y connaissent vraiment, il faut les trouver. Puis j'y suis quand même arrivée d'une certaine façon. Puis ça souligne l'importance de ces connaissances-là, leur plus-value dans la cartographie des zones inondables. Également, ça permet en quelque sorte de rapprocher les différents types de connaissances, donc les connaissances plus académiques, les gestionnaires, puis les connaissances des personnes riveraines, en les mettant ensemble dans la même cartographie. Ça amène vraiment un apport à la cartographie, puis certainement d'augmenter notre confiance envers cette cartographie-là qu'on fait. Là, le nôtre, j'aimerais spécifier que c'est plus le nôtre du point de vue académique. Donc, ma confiance en tant que personne académique est augmentée par rapport à ma cartographie, vu que je suis allée chercher plusieurs types de connaissances. À venir, il y a beaucoup de choses, dont aller chercher la hauteur d'eau avec les connaissances des entretiens. Donc, un peu comme j'ai fait avec les cicatrices, comme on a fait avec les cicatrices, d'aller prendre la hauteur d'eau qui a été délimitée durant les entretiens, puis d'aller le projeter où est-ce que ça peut aller, surtout pour les personnes qui étaient moins certaines dans leur délimitation. Donc, ça permet quand même d'aller voir selon la topographie du territoire, où est-ce que ça peut se rendre, les inondations, puis d'analyser les verbatims. Donc, les retranscriptions des entretiens, je vais les analyser surtout pour la portion comment est-ce que les embarques se forment sur la rivière, parce que les embarques se forment de façon différente d'une rivière à une autre. Puis la rivière Métis a ses particularités, ce qui fait en sorte que ça peut être intéressant avec la connaissance des gens de voir est-ce que ça correspond à ce qu'on sait dans le milieu plus académique ou c'est quoi les particularités. Puis, je vais comparer, non, faire une comparaison aussi avec la modélisation hydraulique stochastique. Donc, ça, c'est réalisé dans le plus beau projet de recherche que je me trouve. Puis, donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais certainement, ce qui m'attend, c'est plus d'intégration. Merci.